Mais bon, bref. Pourquoi Ok, pas les gars, on C'est s'y lui met. qui l'a partagé. Justement, et je sais pourquoi tu l'as fait, Nicolas, c'était un coup de génie, surtout qu'on finit sur ça, parce que Brigitte, on utilise ce terme qui a rien à voir dans cette blague-là, ok, pour la transition, parce que justement, le prochain sujet de l'émission, merci Nico pour cette Pour la superbe transition, bien vu. Qu'est-ce qu'il est parce brillant. que- Toujours 5 coups d'avance, Nico. Hein. C'est ça, parce qu'on va parler de cette histoire de Brigitte, ok, parce que ça continue à faire son chemin, et les conséquences de cette histoire continuent aussi à faire leur chemin, malheureusement. Alors, on va commencer avec ce post de Lia Sagan, donc un compte que moi, personnellement, j'ai détecté comme un compte suspect, faisant partie des psyops et tout ça, qui écrit... T'es connecté à Zoé Sagan, juste ou... Oui, c'est justement, c'est toute cette histoire de Zoé Sagan, tu sais, à un moment donné, le compte Zoé Sagan a sauté, et puis ça a été remplacé par plusieurs petits, comme si un personnage fictif avait eu de petits, tu vois. Donc, t'as Lia Sagan, t'as machin Sagan. Il y a plusieurs comptes avec Sagan à la fin qui semblent tous liés d'une façon ou d'une autre et qui propagent souvent des conneries. Là, par contre, ils te propagent, parce que eux, ils ont participé à cette propagation de l'histoire de Brigitte Macron. Et donc là, elle explique. Grâce à Marlène Schiappa, le couple Macron va réussir à créer une jurisprudence pour changer définitivement le droit de la presse. Et ce qui est dit dans ce compte-là, ce n'est pas faux. C'est ce qu'on a dit au dernier live. On a dit, ils veulent faire passer la loi Schiappa et c'est pour ça qu'ils veulent créer le contexte pour qu'il y ait une raison pour laquelle ça arrive et rien de mieux qu'une attaque au couple présidentiel. Okay? Comme ça, c'est mis aux yeux de tous, tout le monde est concerné, tout le monde comprend de quoi il s'agit et tout ça. Et donc, du coup, maintenant, ils utilisent ça pour prendre le contrôle encore plus d'ailleurs, des réseaux sociaux, justement. Et du coup, on peut se douter pourquoi on parle autant des testicules de Jean-Michel alors qu'on a déjà un problème essentiel avec le couple présidentiel qui est le coup de maîtresse-élève mineur. Il n'y a personne qui parle de ça. Ouais. Donc pour moi, cette opération-là, elle sert de raison. La première, c'est qu'on ne parle pas du tout de cette histoire-là et qu'on se concentre sur autre chose. Et la deuxième, c'est, si tout le monde parle de cette chose-là, du coup, ça crée une jurisprudence. Et une fois que tu as jurisprudence, pour les cas d'après, c'est beaucoup plus facile. En gros, ça veut dire que si un politicien n'est pas content sur quelque chose qui est dit sur lui, il peut simplement porter plainte et forcer la personne qui en a parlé de se retirer ou en tout cas la liberté de la presse. Oui. Le rapport avec Lia Sagan là au milieu de tout ça. Il n'y a pas de rapport, c'est juste c'est venu dans des comptes qui le propageaient et donc du coup qui continue cette histoire et pendant que tout le monde parle de ça, je ne sais pas si ça se trouve c'est une vraie histoire, mais en ce qui me concerne dans l'ordre de priorité des choses, moi ce que j'ai c'est une première dame pédophile. Maîtresse de 40 ans avec un jeune adolescent, voilà. Moi, c'est ça que je vois surtout. Okay? Après, est-ce que ce pédophile, c'est un homme ou une femme? Est-ce que ça change quelque chose? Étant donné que c'est un pédophile, c'est déjà un acte criminel en soi, tu vois. Puis on parle pas d'une différence d'âge, genre elle avait 20 ans, il avait 17. Ouais, différence d'âge en plus qui a été... réduite en 2007 quand il fallait nous vendre le couple près. Ouais. On nous disait que c'était quoi la véritable la véritable différence d'âge, c'est quoi? C'est elle avait 45 je crois et lui il avait 14 ou quelque chose comme ça. Et eux, ils nous présentaient ça comme si c'était 17 et 39 ou quelque chose comme ça, ce qui fait que 17 est presque proche d'être un adulte, et puis 39, finalement, t'as pas encore tout à fait la quarantaine, qui est quand même... Donc, en fait, voilà, ça a été effectivement poussé et glamourisé par la presse, qui nous vendait ça comme une magnifique histoire d'amour. Or, c'est contre la loi, surtout dans le cadre d'une position d'influence, en fait. C'est spécifiquement marqué dans la loi que si jamais la personne la plus vieille dans ce genre de situation est dans une position d'influence sur le jeune, ça aggrave le problème. Et il se trouve que un prof, c'est une position d'influence. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire là-dessus. Et voilà ce qu'il y avait à dire globalement pour cette histoire, que... Maintenant, ils continuent avec leur délire. C'était les QAnon. C'est passé sur TF1. On l'avait partagé ici. Ouais, ils l'ont repris aussi sur TF1. Donc, c'était il y a le 1er novembre.
Et donc, c'est le fameux passage. Aux États-Unis, principalement, un mouvement politique qui s'appelle QAnon. Ce mouvement, eh bien, il défend l'idée qu'il y aurait une secte de pédophiles satanistes qui gouverne le monde en secret. Le chef de cette secte, pour ces complotistes, c'est Emmanuel Macron. Et regardez comment c'est pervers, comment ils font ça, ils prennent de l'avance. Parce que, vous savez, Q parle de cette trio diabolique, ok? Soros, les Rothschild et la royauté saoudienne. Voilà, ok? Et donc, du coup, le problème qu'on a là, c'est que Q, il dit que les Rothschild sont les leaders d'un culte satanique. Ok? C'est dans le post. Si jamais quelqu'un veut regarder dans quel post c'était. J'y vais. Vas-y, continue. Non, mais je le fais. Tiens, attends. C'est pas compliqué. Je tape juste culte et normalement. Hop, cult. Ah non, parce qu'il y a difficult aussi, donc. Ouais. Mais vas-y, espace culte. Ok, tu tapes espace culte et il va te retirer juste les cultes. Ok. Espace culte. Hop. Espace culte. On suit les conseils de Rudy. Divided by culture. Ouais, vas-y Rudy, si tu le trouves comme ça, parce que là, ça me sort. Il faut mettre un espace après résultat. Mais du coup, si, je l'ai. Je l'ai, c'est le poste 140. Blablabla, The Keystone, Potis. Ah non, c'est pas ici. Ok. What is a cult? Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est ça parce que je vois pas d'autre chose. Le poste 100, Bad Actor. Bref, il y a un poste de Q dans lequel il est écrit que les Rothschild ont un culte. Ils sont les leaders de ce culte-là et c'est le culte sataniste. Ok? Et donc, étant donné que Macron, il vient directement des Rothschild. 299. 299, merci Rudy. Voilà. Moi, ça me prend 2 heures, Rudy, ça lui prend 2 secondes. Voilà. Rothschild, ok? Cult leaders, church. Donc, il dit les Rothschild sont chefs de secte d'une église, l'église de Satan, etc. Ok? Et donc, Thomas Huchon, il te dit que les élites, c'est une secte sataniste et leur chef, c'est Macron. En fait, c'est comme ça qu'il fait le raccourci, probablement. Mais il existe bien un culte sataniste dans toute cette histoire-là. Elle n'est même pas difficile à détecter. Il suffit juste de voir la gueule du monde d'aujourd'hui et la gueule de la culture. Le genre de statuts, de vidéoclips, de films qu'ils ont fait, etc. Tu te dis, ouais, il y a un truc qui sent mauvais là. Et donc, si tu veux, juste, pardon, il y a aussi le 133 qui fait les références explicites à Satan que tu mentionnes, parce qu'elles sont pas faites là dans celui que je t'ai envoyé. Ouais. Donc le 133, il y a la référence explicite. Je l'ai, Thierry. Et c'est où du coup? Oui, voilà. Donc vous avez ici la trinité du mal, on va dire, c'est la House of Saoud, c'est les Rothschild, c'est Soros. Après, il continue en bas, il te dit qui. Est-ce que Satan existe? Voilà, est-ce que Satan existe? Ensuite, il continue. Est-ce que la pensée de Satan existe? Qui adore Satan? Qu'est-ce qu'un culte? L'île d'Epstein. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Puisqu'on parle de ça. En gros, c'était pour expliquer que peut-être qu'avec Thomas Huchon, ils prennent de l'avance un petit peu dans le narratif en disant que culte satanique avec Macron au devant, c'est pas exactement ça que dit Q. Hein. Et donc, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, les QAnon, monsieur Huchon, n'ont pas parlé de Brigitte, etc. Il y a quelques médias QAnon qu'on appelle aussi des médias QAnon qui en ont parlé, mais pas tous les médias en ont parlé. Donc, voilà. Mais Macron n'a jamais été cité comme chef de culte. Macron n'a jamais été cité comme chef de culte dans cette histoire. Donc, ça, c'est vraiment de l'imagination de monsieur Huchon. Voilà. Et d'ailleurs, puisqu'on est là, encore un truc. Les gars, quelque chose que j'ai remarqué, on ne parle pas assez, c'est que Q parle d'Epstein avant qu'il soit arrêté. Epstein, c'est-à-dire Q, il n'a pas... arrestation. Il y a une référence dans 2017 d'Epstein.
Il y en a plein. Tape Epstein et tu vas voir qu'il y a une dizaine de postes, je crois. Ah oui, il y en a plein, mais il y en a une seule en 2017. C'était ce que j'avais effectivement. Il a été arrêté en quoi, Epstein? C'était quand son Le 6 juillet 2019. Ouais, bon bah oui. Donc t'as toute l'année 2018, donc il y a une tonne de postes de Q sur Epstein. Et donc ça veut dire, si on vivait Q à l'époque, l'évolution en temps réel. Voilà, donc tu as un post du 11 novembre 2017. Rudy, j'ai déjà... Par contre, il y a le mail. Ouais, voilà. On a 3 avril 2018. Il nous dit pourquoi Epstein dépense 29 millions de dollars pour couvrir des tunnels en dessous du temple sur l'île Epstein. Ça, c'était avant que le public connaisse Epstein. Hein. En fait, ceux qui disent que... Ouais. C'est difficile de se remettre un peu dans l'état d'esprit. Et moi, il me semble que Epstein, c'était quand même un sujet avant son arrestation, aussi bien que quand il a été arrêté, moi, j'étais pas en mode, tiens, qui c'est Epstein? C'était, waouh, Epstein, il a été arrêté. Mais bon, c'était il y a 5 ans, donc... Oui, mais qui l'a rendu sujet public comme ça? Puisque c'était Q. Honnêtement, j'ai pas c'est les complotistes qui suivaient Q qui ont commencé à parler d'Epstein, en fait. Ouais, parce que jusqu'à là, c'était quelqu'un qui était sauvé à chaque fois. Il n'était jamais inculpé. Et à chaque fois, on essayait de cacher ce qu'il faisait. Aujourd'hui, on comprend, c'est parce que c'était un intermédiaire entre Israël et d'autres puissances, comme on a pu le voir. Il avait le réseau de chantage. Et là, Q, il nous demande plus d'un an avant son arrestation, pourquoi Epstein couvre des tunnels souterrains en dessous de son temple. Donc, du coup, on va où, en fait, avec tout ça? Macron, Epstein, Thomas Huchon, là, c'est quoi C'était juste pour dire que toutes les histoires de Q, ça a beaucoup de crédibilité, simplement parce que il parlait des sujets avant qu'ils soient publics. Et de la même façon qu'il parlait d'Epstein, autant avant qu'il soit public. Et qu'après, avant qu'il soit très public, et qu'après il soit devenu le centre mainstream, ce n'est pas pour qu'un jour Donald Trump dise « Ok, on ne va plus publier les dossiers Epstein ». Pour tous ceux qui doutent sur la publication d'Epstein, tu vois. Et il faut comprendre que cette histoire d'Epstein, elle va au-delà que simplement ce qu'on pense. Ce n'est pas qu'une question de réseau de chantage, il y a aussi tout cet aspect sataniste dedans. C'est parce que dans le culte et le temple ici, il te parle de l'île Epstein. Donc ça veut dire dans l'île Epstein, il y avait des rituels qui se faisaient. Et c'est pour ça que Epstein a dépensé en 2018 presque 30 millions de dollars pour cacher des tunnels souterrains en dessous du temple. Ce qui nous explique Q. Et on n'a pas accès à ces informations autrement que comme ça. Donc ça veut dire, ceux qui disent c'est l'opposition contrôlée, blablabla, ça c'est des informations qu'on n'aurait pas eu autrement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a Julien Assange aussi qui avait révélé ça. La question qui se pose, en fait, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils nous remettent un QAnon sur le tapis dans les médias français. Et ce qui me semble le plus plausible, c'est que justement, ça sente un peu la panique. Donc, on se sert d'un sujet dont la véracité, en fait, finalement, a peu d'importance, à savoir qu'est-ce qu'il y a dans le slip de Brigitte, quoi. Et cette question-là, on la met en avant. On dit, regardez, la pauvre, elle est harcelée. Et derrière, du coup, tu peux arriver à essayer de neutraliser, à faire une tentative pour neutraliser les réseaux de soutien de Trump et les gens qui disent non, Trump c'est pas le mec horrible qu'on essaie forcément de nous faire de l'image qu'on essaie de lui donner dans les journaux. Donc je sais pas, moi toute cette histoire, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on en parle, de Brigitte, de Huchon et de tout ça, ça me semble être une tentative mal organisée en fait. Alors justement, il y a quelqu'un, je dois dire, il y a Greg qui a rappelé un petit peu le timing, c'est-à-dire la sortie du bouquin de Berton, qui débarque de nulle part juste pour remettre les QAnon au devant de la scène, et en les mettant au devant de la scène à travers une mauvaise façon, comme on a expliqué, son livre, c'est de la mort au rat, Il y a des choses qui sont intéressantes au début, mais c'est vers la fin, ça dérape complètement, et la post-phase, c'est vraiment l'épitaphe de sa crédibilité, on va dire. Voilà. Il y a ce bouquin qui sort et en même temps, il y a tous ces efforts, tu sais, tous ces troubles au niveau de la paix dans la communauté, en fait. Tu vois, où il commence à avoir des prises de bec, tel média contre tel média, etc. Et nous, on vous dit depuis maintenant plus d'un mois qu'en fait, ce sont des psyops, que toutes les psyops pour nourrir la culture woke, elles se sont arrêtées.
et elles se sont tournées en direction la droite pour essayer de la diviser, la morceler, l'affaiblir. Ok ? Et c'est ce qu'on dit, on est d'accord ? Bon. Oui, tout à fait. Maintenant, on va passer à ce poste-là. Ça, c'est Clandestine qui nous partage un post et je vais vous le traduire tout de suite. Antifa et les groupes terroristes de gauche ont littéralement admis qu'ils utilisaient Israël comme sujet clivant pour diviser la droite et détourner l'attention du fait qu'ils ont aussi assassiné Charlie. Donc, tu regardes ce post, tu dis, ah bon, les Antifa, ils veulent infiltrer la droite et tout. Ah. Et donc, on a un gars, Andy Ngo, qui te sort qui est un peu le spécialiste des Antifa. Andy Ngo, c'est son sujet, les Antifa. Il en parle, ça fait des années. Il les suit de très près. Donc, et du coup, il te sort des extraits de communication. Okay? Donc déjà, on va lire son message pour comprendre de quoi ça s'agit. Comme dirait Gad Elmaleh. Allez. La cellule Antifa de Corvallis, dans l'Oregon, a publié un rapport post-action sur les retombées de l'assassinat de Charlie Kirk. Écoutez bien, parce que l'assassinat de Charlie Kirk, c'est là où tout a commencé. Ils admettent craindre de ne plus pouvoir condamner à mort les conservateurs sans rencontrer de résistance. Vous vous rappelez ces appels à assassinat qu'ils faisaient ouvertement et que ce n'était pas du tout pris en compte. Tu vois. D'autant plus que certaines institutions, groupes et entreprises apolitiques se sentent désormais plus en sécurité pour exprimer leur sympathie à la famille et aux partisans de Kirk. Donc ça leur pose un problème à Antifa dans le rapport. Ils concèdent également que les attaques contre les événements religieux chrétiens de Sanford, donc un autre événement qui a eu lieu aux États-Unis, ont été un désastre en termes de relations publiques. Les caméras y ont montré des militants Antifa masqués agressant des femmes, des familles et des enfants lors de ces événements. Okay, donc ça leur pose pas un problème qu'ils l'ont fait. Ça leur pose un problème qu'il y a eu des caméras qui l'ont vu. C'est ça. Vous comprenez? Et donc, pour contrer un éventuel changement culturel s'éloignant de leurs tactiques de déshumanisation qui sont courantes à gauche, Antifa suggère d'exploiter les divisions à droite pour diviser et conquérir. Il suggère d'utiliser Israël comme sujet de discorde. Et donc, si on ouvre les échanges, le rapport en question, donc, c'était où? Donc, en gros, ça, c'est la partie où il parle de l'optique. Mais écoutez là ce qu'ils disent. Les antifascistes doivent travailler pour trouver des façons plus créatives à contrer dans ce moment politique, à contrer l'opposition dans ce moment politique. Une option pourrait être de travailler pour pousser à l'extrême les différentes sections de la droite. Nous avons déjà vu des conflits physiques entre des néo-nazis et des conservateurs à ces événements. En gros, il y a déjà eu des divisions au sein des manifestations conservateurs parce que c'est très vaste. Conservateurs, ça inclut beaucoup de monde. Et ils te disent une possibilité utile pourrait être le contexte d'Israël pour provoquer... Mais même les antifas le disent. Une option, ça serait d'entrer, d'infiltrer la droite et de diviser. Okay? Donc, tu as l'assassinat de Charlie Kirk et il y a de la tension qui s'est levée quelques jours après dans les médias alternatifs. Au monde entier, j'ai l'impression, parce qu'on a vu aux États-Unis ça, on a vu en France ça, avec les prises de bec entre un certain groupe et puis un autre groupe et puis après d'autres groupes. On a vu ça en Allemagne aussi. Vous vous rappelez la conversation qu'on a eue ici avec Jérôme, tu vois? Et il nous dit, mais ouais, mais les médias allemands, c'est la même chose. Il y a de la division et puis il y a différentes communautés qui se tirent dessus, etc. Ben voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas quelque chose qui ajoute du crédit dans ce qu'on disait jusqu'à là? Que c'est une psyop de division? Oui. Oui, c'est une psyop de division. Après, est-ce que ça répond réellement à la question d'utilisation d'Israël à bon ou mauvais escient? Ces mêmes mots ne veulent rien dire. Enfin, comment dire, il veut rien dire? Il veut tout dire, il veut rien dire. Parce que, en fait, si tu veux, si une chose elle est rendue publique, parfois, une chose est rendue publique exprès. Aussi. Tu parles parfois, de public, ça, c'est pas rendu public, hein?
Ça, c'est pas. Non, ça, c'est un truc. C'est le gars qui est allé chercher l'information, mais c'est pas un truc que les antifas publient aux yeux de tous. Mais ça a fuité, quoi. Et du coup, le fait que les antifas, et les antifas, on les considère quand même comme une organisation dangereuse globalement pour la société, s'ils veulent se servir de sujet Israël dans cette affaire, ne disculpent pas pour autant Israël. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est là où c'est un degré de réflexion au-dessus. Personne n'a dit le contraire. Personne n'a dit le contraire. C'est juste que moi, c'est pas Israël qui m'intéresse là. Pour le coup, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils disent allons à la droite. Qui sont utilisés pour pour séparer les gens. Et surtout la droite. Aujourd'hui, la droite, ce que je veux dire, c'est que soit tu dis que les gens peuvent être des flaques de couleur s'ils veulent, soit tu es d'extrême droite en fait. La fenêtre d'Overton a tellement bougé, et ça c'est un sujet qui a été abordé par plein de gens là ces dernières années. La fenêtre d'Overton a tellement bougé qu'aujourd'hui ce qu'on appelle l'extrême droite, c'est une partie de la gauche modérée d'il y a 25 ou 30 ans quoi. Ouais, peut-être 50 ans quoi. Et ce qui fait que en gros, soit t'es avec nous en mode antifa, transgenre, woke, LGBT, soit encore les LGB, j'ai rien contre eux dans cette histoire, hein, c'est plutôt le côté T qui me pose un problème. Soit dans ces cas-là, tout le reste de la société qui disent nous les gars on veut juste avoir une vie un peu normale comme on a connu ça dans les années 90, les années 2000, c'est-à-dire partir en vacances, on apprend le français et les maths à nos enfants quand on est à l'école, et puis on arrive à remplir un panier de courses et à se payer une maison quand on travaille. Je veux dire, c'est ça qu'ils veulent les gens. Et aujourd'hui, ça c'est devenu l'extrême droite qui s'oppose à un système politique qui est le système politique mondialiste avec l'Union européenne et tous ces laquais dans nos territoires à nous. Et donc ces gens-là s'opposent à l'ensemble de la population. Donc il faut que l'ensemble de la population soit considérée comme extrême droite, et que cet ensemble de la population surtout ne réussisse pas à s'unir, parce que dans ces cas-là ce serait la catastrophe, ce serait la fin des haricots pour tout le monde. Donc on va mettre des fausses failles entre les noirs, les blancs, les arabes, les religieux, les pas religieux, les musulmans, les juifs et compagnie. Et dernièrement les Israël, les conspirationnistes et les QAnon. Donc finalement rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que c'est vrai que depuis quelques semaines, et là je suis d'accord avec toi Léo, ça a pris une envergure bien plus importante que ce qu'elle a pu être ces 2-3 dernières années. Ça c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça du coup, comment qu'est-ce qu'on fait avec ça du coup maintenant? Le truc c'est qu'une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est facile. Non, c'est pas facile. Mais les contre-mesures qu'on doit adopter sont assez claires. C'est-à-dire essayer de faire preuve d'une forme de sanity, je sais pas comment on dit en français, mais d'hygiène mentale, essayer de peut-être limiter les temps dans les contenus anxiogènes et diviseurs, je sais pas comment on dit, il y a un mot qui me polarisant, c'est ça. Et surtout, garder tout le temps en tête que, ok, là, je suis en train de m'énerver. Peut-être que je suis en train de me faire psyoper le cerveau, de me faire hacker le cerveau. Et dans ces cas-là, prendre un pas de recul et faire ce que nous, on vous invite à faire, c'est-à-dire passer beaucoup moins de temps sur les applications, les likes et les Twitter et les compagnies, et un peu plus de temps dans le vrai monde, quoi. En tout cas, les opérations psychologiques, elles sont bien réelles. Et comme Rudy vient de dire, souvent, si vous vous sentez agacé devant votre téléphone, pas souvent, mais 100% du temps, quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous êtes pris par une colère, comprenez qu'il s'agit d'une opération psychologique qui vous vise vous spécifiquement, parce que c'est ça le truc qu'on ne se rend pas compte. Avec la technologie, avec l'intelligence artificielle, regardez avec Grok. Okay? Il y a eu un bug récemment où il me disait que Tulsi Gabbard n'a jamais été directrice du renseignement national. Et du coup, j'ai publié ça. Et il y a eu plein de gens qui ont posé la même question. OK? Pour voir pourquoi chez moi ça fait ça, est-ce que chez eux ça fait pareil? Et du coup, ils ont posé la même question, ils ont eu la bonne réponse, eux. Mais du coup, là, j'ai fait une expérience sans même faire exprès. À force de lire différentes personnes poser une question, la même question, et Grok répondre de plusieurs façons différentes, là, j'étais vraiment apte à observer comment Grok, il s'adapte à la personne avec laquelle il communique, en fait. Et donc, ça veut dire que ils ont, avec l'intelligence artificielle, les superordinateurs et tout ça, ils ont une puissance suffisante pour faire des psyops individualisés. C'est ça qu'on ne comprend pas. Ça,
Ça, ok, c'est l'essence avec son écran dégueulasse cassé plein de fois là. Ça, c'est un des sens essentiels. C'est les oreilles de l'IA avec le micro, les yeux de l'IA avec le micro et avec le contenu qu'on regarde, qu'on consomme, les achats qu'on fait. Ils ont accès à toutes ces informations-là. Ils le prennent et ils l'utilisent contre nous. Et comprenez que c'est bien réel et que ça existe réellement. Ça, c'est ce qui leur donne les informations nécessaires pour savoir dans quel bouton appuyer à l'intérieur de vous pour vous mettre dans tel ou tel état émotionnel. Et du coup, ça veut dire que plus vous utilisez ça, plus vous êtes apte à tomber, plus il a du contrôle sur vous, en fait. Plus la psaïum dirigée contre vous est précise et personnalisée à vous. Et d'ailleurs, tu vois, il y a un autre exemple. J'ai envoyé un truc là, dans le groupe Les 4 qui est intéressant aussi. C'est le post de le libre penseur Salim Laibi concernant le maire de New York. Tu vois, il y a Mamdani qui a été élu maire de New York et là le Daesh ils se sont précipités pour dire pour le menacer comme quoi ils vont faire des attentats à New York. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? New York, il a un maire qui est musulman, qui s'est opposé à Israël. Là récemment même, il a dit qu'il n'autoriserait pas Netanyahou venir à New York, sinon il le ferait arrêter, blablabla, blablabla, tout ça. Pourquoi l'État islamique le menace? Tu vois? Posez-vous cette question. Pourquoi il n'est pas assez musulman? Non, c'est justement pour nous plonger dans le coup. Et d'ailleurs, dans les commentaires, j'ai mis que Mamdani, il est en photo aussi avec Alexandre Soros. Et on sait très bien que Soros, ce sur quoi il veut fonctionner, c'est sur le principe du chaos. On ne sait plus quoi penser de quoi parce qu'il y a différents acteurs qui interviennent dans l'histoire. Et à un moment donné, tu t'es dit, bon, d'accord, lui, Mamdani, il est communiste, il est plutôt pro-antifa, machin, etc. Et là, tu as un autre acteur qui arrive et qui fasse comme ça. Qu'est-ce que tu fais penser? Qu'est-ce que tu vas penser maintenant? Tu sais plus quoi penser, mais après ce je sais plus quoi penser, est-ce qu'il est, on va dire, orchestré ou est-ce qu'il est organique? C'est ça toute la question. Et là, moi, dans ce cas-là, ça me paraît un petit peu organique, parce que tu te retrouves avec différents pions sur l'échiquier. T'as mentionné Soros, t'as mentionné Netanyahou, par exemple. Je suis pas du tout convaincu qu'il soit dans le même camp. Chacun est en train de jouer son agenda avec les pions qui sont les siens et qu'il essaie de faire avancer. Et aujourd'hui, tu te retrouves... Ce qu'il essaie de sous-entendre dans son post... Salim Laibi, le libre penseur, c'est quoi? C'est que si Daesh vient s'en prendre à Mamdani, ou je sais plus comment ça se prononce son histoire, Mamdani. Ouais. S'il vient s'en prendre à Mamdani, il lui dit quoi? N'est-ce pas logique quand on sait qui a créé Daesh? Donc il dit ok, Mamdani, il est contre Netanyahou, Daesh a été créé par les sionistes, du coup par Netanyahou, du coup c'est normal que les gens, les supports de Netanyahou viennent aller contre Mamdani. Donc c'est ça qui sous-entend. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est possible. Moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus. En tout cas, il développe un argumentaire qui a une forme de cohérence interne. Maintenant, on va voir un petit peu comment toutes ces choses-là vont se dérouler. Et maintenant, ce qui est vrai, c'est que ça cause une espèce de chaos intellectuel, de brouillard intellectuel. On ne sait plus à qui s'en remettre. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, c'est ma grande question d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Justement, on essaie d'explorer tout et puis on verra à la fin comment on comprend toute cette actualité. Là, pour l'instant, on tire sur un fil rouge. L'autre partie du fil rouge pour aujourd'hui, c'est, c'était pour vous dire qu'il y a des psyops sur Internet et donc on clore ce sujet-là pour dire si jamais vous voyez que vous êtes en colère ou vous voyez que les gens se prennent la tête et tout ça, n'y accordez pas trop d'importance, essayez de rester fixé à ce qui est essentiel parce qu'Internet est bourré d'opérations psychologiques, bourré. Donc, pourquoi tout ça? Pourquoi essayer de prendre le contrôle des réseaux sociaux avec cette histoire de Brigitte et Loi Schiappa et tout ça? Pourquoi aller infiltrer les conservateurs, c'est-à-dire tous ceux qui mangent plus la pilule bleue, quoi, en gros? Pourquoi les attaquer comme ça? Parce qu'en ce moment, on vit une période historique et on va s'en rendre compte avec cette traduction de Kennedy, de RFK, qui nous parle des vaccins.